de Romain Poite. C'est la 7ème au fond. Venez là, tu fais chier. Tu fais chier, les mots de Silvertian à Romain Poite qui n'a d'autre choix que de sortir le carton rouge et Silvertian qui ne décolère pas. Un coup de sifflet, un seul, et soudain tout s'arrête. Pendant une fraction de seconde, le temps se fige. Les joueurs s'immobilisent, lèvent les bras au ciel par mécontentement. D'autres fixent le sol en espérant que la décision change. Dans les tribunes, le vacarme devient un murmure, puis un silence tendu. Ce moment est presque imperceptible, mais il est crucial, parce qu'à cet instant précis, tout le match repose sur une décision, une interprétation, un choix. Un humain avec un sifflet. L'arbitre est seul avec sa décision, seul face aux joueurs, à des milliers de spectateurs, à des caméras, et parfois même à des millions de téléspectateurs persuadés qu'ils feraient mieux que lui depuis leur canapé. Dans le sport, on adore les héros, les buteurs à la 90e, les champions, les guerriers, les légendes. On raconte leurs sacrifices, leurs blessures, leurs exploits. Mais l'arbitre, lui, il n'a pas le droit à ce storytelling. Il n'est pas célébré, je dirais qu'il est même toléré. Et la majorité du temps, il est jugé. On parle de lui quand il se trompe, presque jamais quand il réussit. On se souvient d'un carton, d'une pénalité, d'un hors-jeu à la limite, mais rarement des centaines de décisions invisibles qui permettent simplement au match d'exister. Comme si l'arbitre n'était pas un acteur du sport, mais un obstacle gênant entre nous et le spectacle parfait qu'on avait imaginé. Alors non, cette vidéo n'est pas là pour vous dire que les arbitres ont toujours raison. Elle n'est pas là non plus pour vous demander du respect aveugle et silencieux. Elle est là pour poser une question un peu plus profonde, je dirais même un peu inconfortable. Qu'est-ce que notre rapport à l'arbitrage dit de notre rapport au sport ? Et peut-être même à l'autorité en général. Prenons le rugby par exemple, le sport que je pratique depuis plus de 10 ans. L'Ovalie aime se la raconter comme un sport à part. Un sport de combat, oui, mais un combat civilisé. Un sport dur, parfois brutal, mais avec des valeurs. Et surtout, une valeur phare, le respect. Respect de l'adversaire, respect des règles, et surtout, respect de l'arbitre. En tout cas, sur le papier. Historiquement, ce respect n'est pas qu'un slogan imprimé sur des affiches de fédération. Il est inscrit dans l'ADN du jeu. Dès la fin du 19e siècle, dès que le rugby commence à structurer, une règle s'impose rapidement. L'arbitre est autorité suprême sur le terrain. Ses décisions ne se discutent pas publiquement. Un seul joueur, le capitaine, a le droit de lui parler. Et encore, calmement. Ce principe crée une hiérarchie claire. Il protège l'arbitre, mais surtout il protège le jeu. Parce que sans ce cadre, le rugby devient autre chose, une succession de débats, de négociations et de tensions inutiles. Le respect de l'arbitre n'est donc pas une question de politesse, c'est une condition de survie du jeu. Quand ce modèle fonctionne, le rugby offre des images puissantes. Des capitaines qui viennent poser des questions, écoutant les réponses, hochant la tête et repartant jouer. Des arbitres qui expliquent, qui dialoguent, même en pleine action. Dans ce moment-là, le rugby donne l'image d'un sport adulte, responsable, presque zen. Stop! Il n'y a qu'un seul capitaine, d'accord? Pas aujourd'hui en plus. Allez. Vous dites à votre joueur, d'accord, que je suis sur la phase de jeu et que s'il décide d'arbitrer, il prend un sifflet et il fait une formation d'arbitrage. C'est bien compris? Donc je ne veux plus l'entendre sur le terrain. Merci. Mais cette image commence à se fissurer, lentement, subtilement. Même dans le rugby, les contestations augmentent, les regards appuyés, les soupirs exagérés, les bras qui s'écartent par réflexe. Le respect existe encore, mais il est plus fragile. Être arbitre, ce n'est pas simplement connaître les règles, c'est être capable de les appliquer dans un environnement chaotique, mouvant, imprévisible. Sur un match de haut niveau, quel que soit le sport, un arbitre prend plusieurs centaines de décisions. La plupart passent totalement inaperçues. Elles ne déclenchent ni cris, ni ralentis, ni débat télévisé. Elles permettent simplement au jeu d'exister, de respirer et de se dérouler sans accroc. Mais le paradoxe est cruel. Plus un arbitre fait du bon travail, moins on le remarque. Et à l'inverse, une seule décision perçue comme contestable suffit à effacer tout le reste. Comme si le match entier se résumait soudain à cet instant précis, à ce coup de sifflet, à cette interprétation isolée. À cette pression s'ajoute une complexité croissante du jeu. Le sport moderne n'est plus celui d'il y a 30 ans. Les règles se sont multipliées, précisées, parfois superposées. Les situations de jeu sont devenues plus rapides, plus techniques, plus difficiles à lire. Les décisions ne reposent plus uniquement sur un fait observable, mais sur une combinaison de critères. Intention, position, vitesse, responsabilité partagée, contexte de l'action. L'arbitre doit tout analyser. Tout cela en temps réel, sans ralentir le jeu, sans interrompre inutilement le spectacle. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre responsabilité s'est imposée au fil des années, la sécurité des joueurs. La prévention des blessures, et notamment des traumatismes à long terme, est devenue une priorité majeure dans de nombreuses disciplines. L'arbitre n'est plus seulement garant de l'équité sportive, il est aussi indirectement acteur de la prévention. Une décision mal interprétée ne peut plus simplement influencer le score ou l'issue d'un match, elle peut engager la santé d'un athlète, parfois sur le long terme. Malgré cette charge mentale considérable, l'arbitre reste humain. Lui demander la perfection, c'est lui demander l'impossible.
Face aux critiques, le sport moderne a cherché des solutions, et très vite la technologie s'est imposée comme une évidence. L'arbitrage vidéo, le TMO, arrive au début des années 2000, peu à peu il devient un outil central. L'idée est séduisante, corriger les erreurs évidentes, sécuriser les décisions importantes, rendre le jeu plus juste. Et dans une certaine mesure, ça fonctionne. Le TMO évite certaines injustices flagrantes, il rassure aussi les arbitres, qui savent qu'ils ne sont plus totalement seuls face aux décisions lourdes. Mais la technologie n'a jamais supprimé la subjectivité, elle l'a simplement déplacée. Parce que derrière chaque image, il y a toujours un humain pour interpréter. Une action peut être vue sous 10 angles différents et continuer à diviser tout un pays. La vidéo ne tranche pas toujours, parfois elle relance simplement le débat. La VAR devait calmer les esprits, mais on a l'impression que c'est tout l'inverse. Les décisions se jouent désormais à un orteil, à une ligne virtuelle, un pixel. Et surtout, l'idée s'est installée que tout est contestable, puisque tout est visible. La technologie a changé notre rapport à l'erreur, elle ne l'a pas supprimée, elle l'a rendue moins acceptable. Avant, la pression s'arrêtait au coup de sifflet final. Aujourd'hui, elle commence souvent après. Les réseaux sociaux ont transformé l'arbitrage en feuilleton permanent. Chaque décision devient un clip, chaque clip devient un jugement, et chaque jugement appelle un commentaire, souvent écrit à chaud, sans filtre, depuis un canapé. L'arbitre n'est plus simplement critiqué dans un stade, il est sur son téléphone, chez lui, parfois jusque dans sa vie privée. Et on dépasse largement le cadre du sport, insultes, menaces, harcèlement, une violence verbale rendue plus facile par l'anonymat et la distance. Cette réalité touche particulièrement le sport amateur, là où il n'y a ni caméra, ni sécurité, ni reconnaissance. En France, des centaines d'arbitres arrêtent chaque saison, pas par manque de passion, mais par épuisement. Parce qu'arbitrer devient synonyme de stress, voire de peur. Quand le Sénat commence à saisir des violences envers les arbitres amateurs, on n'est plus sur un simple problème sportif, on est face à un symptôme social. Le sport devient un miroir grossissant de nos frustrations collectives. Et si le problème dépassait largement le cadre du sport? Parce qu'au fond, l'arbitre n'est pas seulement celui qui applique les règles, il est figure d'autorité, visible, identifié, légitime, mais profondément inconfortable. Et notre rapport à l'arbitre révèle peut-être quelque chose de plus large, notre rapport à toute forme d'autorité. Sur un terrain, l'arbitre incarne la règle, il dit ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Il fixe une limite, et très souvent, cette limite vient contrarier notre désir immédiat, gagner, avancer, prendre l'avantage, avoir raison. Alors on proteste, on conteste, on s'agace, et parfois on dépasse cette limite. Mais ce réflexe n'est pas propre au sport. Dans la vie quotidienne, on n'adopte pas toujours la même attitude face à l'autorité. Face aux forces de l'ordre par exemple, rares sont ceux qui crient, qui gesticulent, qui encerclent l'agent en exigeant une explication immédiate. Non pas parce qu'on est toujours d'accord, mais parce que le rapport de force est clair, parce que les conséquences sont immédiates, parce que l'autorité est perçue comme non négociable. Face à nos parents, le rapport est encore différent. On peut s'opposer, discuter, parfois se rebeller. Mais cette opposition est souvent chargée d'émotions, d'histoires personnelles, de rapports affectifs complexes. On ne conteste pas seulement une règle, on conteste ce qu'elle représente. Face à un supérieur hiérarchique, beaucoup choisissent la retenue. On pense, on rumine, on n'est pas forcément d'accord. Mais on se tait. Ou on formule une opposition mesurée, stratégique. Parce que l'enjeu dépasse l'instant. Parce qu'il y a un salaire, une carrière, une position sociale en jeu. Et puis, il y a l'arbitre. L'arbitre est une autorité paradoxale. Il a le pouvoir sur le jeu, mais aucun pouvoir réel sur notre vie. Il ne peut pas nous sanctionner demain. Il ne peut pas nous licencier. Il ne peut pas nous arrêter. Et peut-être que c'est précisément pour cela qu'il devient une cible idéale. Une autorité sans conséquences durables, une autorité que l'on peut contester sans réel risque personnel. Sur un terrain, on se permet ce qu'on n'oserait jamais ailleurs. On parle de respect, mais en réalité, on teste les limites. Jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut contester sans être puni. Jusqu'où peut-on remettre en cause les décisions sans remettre en cause le système lui-même. Le sport devient alors un exutoire. Un espace où nos frustrations s'expriment librement, où l'injustice ressentie, réelle ou non, trouve un visage. Et ce visage, c'est souvent celui de l'arbitre. Mais cette attitude pose une question dérangeante. Si nous acceptons si difficilement l'autorité dans un jeu, avec des règles connues, un cadre clair et des enjeux symboliques, comment acceptons-nous l'autorité dans la société, là où les règles sont plus floues, les décisions plus complexes et les conséquences bien réelles? Peut-être que le terrain n'est pas seulement un lieu de compétition, peut-être qu'il est aussi un miroir de notre rapport à la frustration, de notre capacité à accepter une décision qui ne va pas dans notre sens, et surtout notre difficulté croissante à reconnaître une autorité humaine, faillible, imparfaite, mais nécessaire. On parle beaucoup de l'arbitre pendant le match et encore plus après, mais presque jamais avant. Avant le coup d'envoi, l'arbitre n'est pas une autorité. C'est souvent un passionné, quelqu'un qui aime le sport au point d'avoir choisi d'y rester autrement. Pas pour marquer, pas pour gagner, mais pour faire en sorte que le jeu existe. On ne devient pas arbitre par hasard. Il faut apprendre les règles, les mises à jour, les exceptions, les cas particuliers, se former, passer des examens, accepter d'être évalué, critiqué, parfois mal aimé. Le tout pour se lever tôt le week-end, parcourir des kilomètres, enchaîner les matchs, souvent pour une rémunération symbolique, parfois même bénévolement. Et surtout, il faut accepter une chose dès le départ. Quoi qu'il arrive, on parlera de vous, mais rarement en bien.
L'arbitre sait qu'il ne sera jamais le héros du match, que son meilleur scénario, c'est de disparaître. Faire un match parfait pour que personne ne se souvienne de lui. Dans le sport amateur, cette réalité est encore plus frappante. Beaucoup arbitrent seuls, sans protection, sans caméra, sans reconnaissance. Ils tiennent pourtant le jeu à bout de bras, semaine après semaine, par passion, par engagement, parfois par sens du devoir. Et quand l'arbitre arrête, le match s'arrête aussi. Pas par choix, par nécessité. Cette vocation-là, on l'oublie souvent, parce qu'elle est discrète, parce qu'elle ne brille pas, et parce qu'elle nous oblige à regarder autrement celui qu'on critique si facilement. L'arbitrage ne sera jamais parfait, et il ne devrait pas l'être, parce que le sport en lui-même est imparfait. Le sport est fait d'erreurs, d'interprétations, de décisions discutables, de moments d'injustice parfois, de frustration souvent. C'est précisément cette part d'incertitude qui le rend vivant. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'erreur, c'est la manière dont on réagit. À travers l'arbitre, ce n'est pas seulement une décision que nous contestons, c'est une limite, une règle qui ne va pas dans notre sens. Rappelle que tout ne peut pas toujours se plier à notre désir de gagner, d'avoir raison, de maîtriser le récit. Notre rapport au sport est devenu plus exigeant, plus impatient, parfois plus dur. Nous voulons du spectacle, de l'émotion, de la justice parfaite, mais nous acceptons de moins en moins l'imperfection humaine qui rend ce spectacle possible. Alors l'arbitre devient la cible idéale, parce qu'il incarne une autorité visible, une autorité humaine, faillible et donc contestable. Pourtant, sans arbitre, il n'y a pas de jeu, il n'y a plus de cadre, plus de règles, plus de sens. Parce qu'au fond, s'en prendre à l'arbitre suite à un choix, ce n'est pas seulement contester une décision, c'est refuser l'idée même qu'un jeu ait besoin de règles, qu'elles nous plaisent ou non, et que ces règles soient appliquées par un humain, imparfait soit, mais indispensable.